C'est un de vos moments préférés de la semaine. C'est Christian Page, journaliste spécialisé en actualité paranormale, qui est avec nous. Bonjour, Christian. Bonjour, Marie-Ève. Là, on va revenir sur une divulgation de dossiers qui ont été faits par le président Donald Trump qui concernent les assassinats, notamment de 3 personnes qui font les manchettes depuis des décennies, Absolument. dont on parle en fait depuis des décennies. John F. Kennedy, aussi son frère Robert, puis Martin Luther King. Voilà. Donc, je te replace un peu dans le contexte. Pourquoi ces divulgations en ce moment? Il faut quand même dire que durant la campagne électorale, en octobre dernier, le président Trump est passé à l'émission Joe Rogan Experience. Or, on le sait, c'est une émission qui est éminemment populaire et qui regroupe aussi beaucoup de gens qui font un peu dans les théories du complot, les ovnis, l'actualité un peu insolite. Et Donald Trump avait dit à ce moment-là, j'ai rendu public des informations sur l'assassinat Kennedy en 2017. Bon, là, il s'octroyait peut-être quelque chose qui n'était pas tout à fait sondu parce qu'il faut savoir que c'est vrai qu'en 2017, il y a eu une très large publication de documents liés à l'assassinat de John F. Kennedy. Mais cette décision-là n'était pas celle de Donald Trump, mais celle de son prédécesseur quelques décennies plus tôt, qui était Bill Clinton. Oui. Parce qu'en 1991, il y a eu le film JFK de Oliver Stone. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là qui met en vedette Kevin Costner. Et Oliver Stone est un individu qui croit à la théorie du complot lorsque l'on parle de l'assassinat de JFK. Quoi qu'il en soit, qu'on y adhère ou non, ça n'a pas beaucoup d'importance ici, mais en 1991, le film JFK a alimenté énormément de controverses et a familiarisé toute une nouvelle génération avec cette histoire d'assassinat contre JFK. Donc, les services de renseignement ainsi que les archives nationales américaines ont été inondés de demandes d'accès à l'information. Et c'est à ce moment-là que tout ça est arrivé éventuellement sur le bureau du président Clinton, qui avait été élu en fin 92, début 93, a pris ses fonctions. Et c'est arrivé sur son bureau et à ce moment-là, il faut savoir que la date de publication de ces documents était prévue pour 2045. Alors, comme il y avait beaucoup de gens qui demandaient ça, le président Clinton a chargé des gens de discuter avec la famille Kennedy, de discuter avec les services de renseignement, et on a décidé de devancer cette publication pour 2017. Donc, en 2017, c'était un peu le hasard si c'était le président Trump. Pendant que c'était Donald Trump qui était là, je comprends. Mais il a quand même bien fait le travail. Il a rendu public ces dossiers-là. La seule chose qu'avait à l'époque où il y avait eu la signature du président Clinton, on avait dit certains documents pourront demeurer confidentiels, à condition qu'on justifie le pourquoi. Ce n'est pas simplement quelqu'un à la CIA qui dit « moi, je n'ai pas envie de le faire ». Il faut que le document qu'on veut garder secret soit présenté devant un juge et ce sera le juge qui déterminera si oui ou non ce document-là doit être rendu public. Mais à la base, pourquoi attendre autant d'années avant de les rendre publics? Oui, il y avait évidemment Qu'est-ce que ça change que ce soit 2017, 2045 ou 1992? Tu as tout à fait raison. Ce retard-là, il peut être justifié par plusieurs choses qu'on a appris d'ailleurs au cours des années avec la divulgation des dossiers. D'abord, il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués dans ces investigations, ces enquêtes menées par les services de renseignement. Certains d'entre eux sont encore vivants, donc on voulait protéger le fait qu'ils ont été quelque part ou bien impliqués dans l'investigation ou peut-être même suspectés d'avoir pris part à un complot. Bref, il y avait des gens sur question de vie privée, on a voulu cacher cette information. Ce qu'on a appris aussi, c'est que dans bien des cas, les documents parlaient d'autre chose que l'assassinat de JFK et on ne souhaitait pas rendre ça public. Je te donne un exemple. Il y a un document en particulier où des agents de la CIA communiquent entre eux et ils se disent « Oui, on a surveillé ce type, Lee Harvey Oswald, à la Nouvelle-Orléans. » Il faut savoir que Lee Harvey Oswald avait séjourné de longues années en Russie. Et là, il était revenu aux États-Unis, avait voyagé au Mexique pour demander un visa pour aller vivre ou bien à Cuba ou retourner en Russie. Donc, on l'avait dans le collimateur, le personnage. Hein. C'est sûr qu'on demande des visas pour aller en Russie ou à Cuba. C'est sûr que tu vas te faire remarquer. Ouais. Et là, on voit que ça n'a pas beaucoup d'importance, Lee Harvey Oswald et ses démarches, mais c'est ce qui suit. Les agents se disent à ce moment-là, est-ce qu'il est possible que ce soit un agent dormant au service du KGB? Et si c'est un agent dormant au service du KGB, est-il au courant du projet Mangouste? Qu'est-ce que le projet Mangouste? Le projet Mangouste était un projet qui avait été mis de l'avant par des agents de la NSA et de la CIA pour faire abattre Fidel Castro, qui était le leader de Cuba à ce moment-là. Donc, ce document-là, on ne voulait pas qu'il soit rendu public, pas parce qu'on parlait de Lee Oswald, mais parce qu'on évoquait ouvertement le projet Mangouste. Et imaginez des services de renseignement qui complotent pour assassiner un dictateur dans un autre pays. C'était pas nécessairement très reluisant. Donc, pourquoi ça s'est ramassé là? Moi, c'est ce que je comprends
comprends Donc, pas. c'est toutes ces informations-là entre ces agents-là qu'on a voulu garder secret. Mais finalement, après une consultation avec le président Clinton, on a décidé de devancer ça en 2017. Et les documents, il faut savoir... Tout le monde va être mort autour. Voilà. Là, à ce moment-là, il faut quand même le dire, au moment où le président Trump était au pouvoir, en 2007, il y a énormément de dossiers, là, des milliers de pages de documents qui ont été rendus publics. Et à peu près, je dirais, là, grosso modo, on a un 5000 pages qui représente à peu près 3000 documents qui ont été retenus par les services de renseignement. Qu'est-ce qu'on apprend, là? Voilà, on ne le sait pas encore parce que ce sont ces documents-là qui seront rendus publics. Donc, on le voit. Mais il faut quand même le dire. Mais on a-tu hâte? Vas-tu finir par les avoir? Mais si on parle essentiellement du président Kennedy, il faut quand même retenir que jusqu'à maintenant, parce que là, ici, on est dans la mécanique du complot, de la théorie du complot. Hein. Dans le cas du président Kennedy, c'est plus de 5 millions de pages qui ont été rendues publiques. 5 millions de pages. Ce qui représente que ce qui est encore retenu, c'est moins de 1 % des documents. Et dans le 99 % des documents rendus publics, il n'y a rien qui permet de croire à la théorie du complot. Donc, tu comprends que pour les gens qui adhèrent à la théorie du complot, c'est un peu la fuite en avant de dire « Ouais, c'est vrai que c'est pas dans les 99 % mais ça doit être dans le 1 % de documents qu'on qui a restent. cachés. » Donc, et c'est normal de penser comme ça. Ça se peut que ce soit vrai aussi. Je ne mets pas beaucoup d'espoir. Mais veux-tu l'expliquer, cette théorie du complot autour de cet assassinat plus en fait, c'est ça, la théorie du complot, c'est d'abord une première réaction normale. C'est ce qu'on appelle le biais de proportionnalité. C'est difficile de croire, pour tout un chacun, que quelque chose de très banal, un événement banal, va changer la face du monde ou va avoir des conséquences énormes. La mécanique de la pensée, c'est de dire la conséquence doit être égale à l'action. Et là, d'imaginer que le monde occidental a changé à cause qu'un kidam au 5e étage d'un dépôt de livres avec une mauvaise carabine achetée une vingtaine de dollars a réussi à battre le président aussi. Mais c'est fou raide, c'est pas possible. On a la même réaction avec Marilyn Monroe, elle peut pas s'être suicidée. Elvis ne peut pas être mort sur son bol de toilette, tu comprends? Il faut que la conséquence est tellement énorme qu'il faut que la cause soit allée égale. Or, dans le cas du président Kennedy, c'est de penser qu'un kidam a abattu le président des États-Unis. Ensuite, il ne faut pas se le cacher, il y a des éléments qui restent très, très discutable. Hein? On se dit, bon, il était au 6e étage, au 5e étage, 6e plancher, mais 5e étage du dépôt de livres, avec une carabine de mauvaise qualité. Il réussit à faire 2 fois mouche sur le président, qui est une cible mobile, avec une mauvaise carabine. On sait que c'est une carabine, ce qu'on appelle à verrou, là, un bolt action, si on utilise l'expression anglaise. Or, le temps de recharge de la carabine montre clairement que Oswald n'a pas utilisé la lunette. Il n'aurait pas pu, en utilisant la lunette de la carabine, abattre le président. Ce qui explique la durée, justement, entre les deux. Voilà, donc il a fallu qu'il utilise essentiellement la mire qui était au bout de la carabine. Mais utiliser uniquement la mire d'une carabine pour abattre le président et tirer 3 coups et faire mouche à 2 reprises, c'est quand même extraordinaire. Ça doit être la chance du débutant, ou bien Oswald était un tireur d'élite insoupçonné parce qu'on a ses registres militaires. C'est un très bon tireur. Mais de là à dire, c'est pas ce qu'on appelle un sniper. Hein? C'est pas un tireur d'élite comme on l'imagine. Donc, il y a ces éléments-là. Il y a des éléments aussi, il y a des coïncidences un peu étranges. Mais une coïncidence n'est pas un fait. Il faut quand même se retenir. Jusqu'à maintenant, je ne dis pas que la théorie du complot n'est pas valable, mais jusqu'à maintenant, toutes les enquêtes qui ont été menées et qui laissaient croire que ou bien Oswald avait agi comme étant un homme de main d'une autre organisation, la mafia, les services de renseignement, Cuba, la Russie, peu importe, ou encore qu'il y avait plus d'un tireur sur Dealey Plaza ce jour-là, ces théories-là, elles sont en vogue et c'est vrai qu'elles sont alimentées par toutes sortes de spéculations, mais les faits ne vont pas dans ce sens-là. Les faits que l'on a aujourd'hui continuent de dire il n'y avait qu'un seul tireur. Ce tireur était Lee Harvey Oswald. Puis là, toi, ce que tu soulèves, là, Christian Page, c'est que quand on aura vraiment accès à ces documents, bien, ça ne va pas faire mourir ces théories du complot-là parce qu'il reste une partie de tout ça qui est caché, le 1 %. Et on va se dire, bien, justement, ce qu'il y a à savoir qui est catastrophique, vous n'allez pas nous le dire. Tu as tout à fait raison, Marie-Ève, parce que même lorsque tous les documents seront rendus publics, même si les services de renseignement, CIA, NSA, peu importe, disent on a rendu public tous nos documents, il y aura toujours des gens pour dire c'est parce que les documents qui prouvaient le complot ont été détruits ou ils sont gardés quelque part, on ne le sait pas. On l'a regardé, il manque une page. Oui, voilà. Donc, le numéro est donc, pas... je ne crois pas que ça va faire taire les théories du complot. Mais
on ne peut pas être contre la vertu. Si on rend public l'ensemble des documents, les historiens auront des pages et des pages à se mettre sous la dent. Puis toi, vas-tu lire les 5 millions de pages? Là, j'en ai lu beaucoup. Hein. Je suis allé à Dallas. J'avais beaucoup enquêté sur le président Kennedy. D'ailleurs, je dois t'avouer que quand j'étais à Dallas, j'avais bénéficié d'une autorisation pour me mettre derrière la fenêtre où se tenait Oswald, hein, parce qu'elle est entourée de plexiglas. Donc, on ne peut pas se mettre exactement à l'endroit où Oswald se trouvait. On a mis les cartons et tout ça. Donc, on me laisse rentrer dans ce petit espace-là, entre les cartons. Et ce qui m'a frappé, je l'avoue, quand on regarde sur l'asphalte devant ce qu'on appelle le Grassy Knoll, là, sur Dealey Plaza, il y a un X sur l'asphalte qui montre où se trouvait la limousine présidentielle au moment des tirs. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'était beaucoup plus près que je le croyais. Quand on regarde des films ou des documentaires, on a toujours l'impression qu'entre l'endroit où se trouve Oswald et l'endroit où se trouve la limousine, c'est très, très loin. Or, même un tireur assez moyen aurait probablement réussi à faire mouche. Ça m'avait quand même frappé. Ça a changé un peu ma vision. Mais ce sont des sujets. Et là, je ne te parle que de JFK. On pourrait faire des émissions complètes sur Robert Kennedy, sur Martin Luther King. Dans le cas de Robert Kennedy, tu sais que dans cette histoire-là, on a parlé il y a quelques semaines du projet MK-Ultra, hein, dont une partie s'était tenue. Tu sais que dans l'affaire de Robert Kennedy, cette histoire-là d'MK-Ultra a rebondi dans cette histoire-là parce que les événements, si on se replace dans le contexte, on est le 5 juin 1968 et à ce moment-là, Robert Kennedy, frère du président abattu, hein, qui avait été durant le mandat du président Kennedy, qui avait été l'attorney général, ce qui est un peu ici je sais qu'on doit faire une pause, mais écoute, si tu veux... on va poursuivre après la pause. Absolument. Je vais te raconter. Robert Kennedy, c'est vraiment fascinant. OK, mais oui, puis moi, je suis fascinée à t'écouter. Puis là, juste, je suis restée sur l'image de toi qui est allé où la fenêtre du tireur. C'est fascinant quand même. Je pensais même pas que c'était possible. On va poursuivre. Okay. On devait parler du projet Sky Canada là, auquel tu as contribué, mais on le fera aussi la semaine prochaine. Donc, restez là. Christian Page est avec nous avec ses histoires fascinantes, mais vraiment fascinantes. On termine l'émission ensemble. On termine l'émission avec Christian Page, journaliste spécialisé en actualité paranormale. Donc, on va poursuivre sur le sujet qu'on avait amorcé avant la pause, là, cette divulgation de documents secrets qui entourent les décès de grandes trois personnalités. Oui, c'est ça, exact. On a parlé de JFK, Robert Kennedy et Martin Luther King. Juste avant la pause, j'abordais un peu... Il faut savoir que ces 3 assassinats aussi ont fait l'objet d'une investigation au milieu des années 70 par une chambre spéciale du Congrès américain, laquelle avait conclu qu'il n'y avait pas eu de complot pour aucun de ces 3 meurtres-là. Mais bon, évidemment, le public n'avait pas accès à tout l'ensemble des dossiers. On peut toujours se demander si quelqu'un dans l'ombre n'a pas tiré des ficelles. Donc, comme je l'ai dit juste avant la pause, on ne peut pas être contre la vertu. Et si ces documents-là sont rendus publics, souhaitons que les historiens s'y pencheront. Et s'il y a réellement eu un complot quelque part, il serait temps que ceux qui ont ourdi le complot soient identifiés et éventuellement amenés en justice. On verra. Peut-être sur les lits de mort, là, quand on fait des révélations avant le décès. Juste avant la pause, je te parlais, on a John Kennedy, qui est la mère de tous les complots. Tu sais d'ailleurs que l'expression « théorie du complot », c'est né avec l'assassinat de JFK. Je ne savais pas. À un moment donné, des agents du FBI, quand on parlait de toutes ces histoires-là, un des agents du FBI il a dit « faudrait tout de même pas tomber dans les théories du complot ». Et là, l'expression était née « théorie du complot ». Dans l'affaire de dans le cas de JFK, on sait qu'il y a eu une commission d'enquête fédérale qu'on a appelée la commission Warren pour enquêter sur l'assassinat de JFK. Dans le cas de Robert Kennedy, il y a eu plusieurs services. D'abord, il y a eu la police de Los Angeles, il y a eu la police du comté, le bureau du shérif, et il y a eu une enquête du FBI. Les 3, officiellement, ont conclu qu'il n'y avait pas eu complot. Mais il y a des trucs qui sont quand même bizarres dans cette histoire-là. Hein? On se remet dans le contexte. On est le 5 juin 1968. Robert Kennedy vient d'être élu pour représenter le Parti démocrate aux prochaines élections. Et au moment où il se prépare, il y a une grande réception qui est donnée à l'hôtel Ambassadeur. Et au moment où il doit quitter, à cause de la foule, on décide pratiquement à la dernière minute de le faire sortir par les cuisines plutôt que par la porte d'entrée principale. Alors qu'il s'avance dans les cuisines, il y a un jeune ressortissant qui se pointe devant Robert Kennedy et tire sur lui. Donc, les agents du Secret Service réussissent à l'immobiliser rapidement. Ouais. Ce jeune homme s'appelle Sheeran Sheeran. C'est un... Là, je vais quand même bien le préciser parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Il est né à Jérusalem, donc c'est un Israélien sur le territoire de naissance, mais il est né de parents palestiniens qui viennent de la Jordanie.
Donc, on mentionne bien ça. Donc, Sirhan déteste Israël. Et il tient Robert Kennedy comme l'un des supporters d'Israël durant la guerre des 6 jours qui s'est tenue l'année précédente. D'ailleurs, c'est la date anniversaire, le 5 juin 67. C'était le début de la guerre des 6 jours. Et là, voilà, on est le 5 juin 68. Donc, on arrête Sirhan et immédiatement, il dit « Je hais Robert Kennedy ». On va d'ailleurs trouver chez lui des documents où il dit « Robert Kennedy doit mourir », etc. Et tout d'un coup, alors qu'il avoue au début être le tueur, il va changer son histoire. Et là, il raconte une histoire assez incroyable. Il dit, je me suis rendu à l'hôtel Ambassador, je suis allé me chercher un café aux cuisines et soudainement, une femme avec une robe à pois m'a amené dans un salon et là, je ne me rappelle plus de rien. Mon souvenir suivant, c'est je suis étendu sur le sol, des agents des Secret Service tiennent ma main avec le pistolet. Il dit ne pas se rappeler comment il a tiré sur Robert Kennedy. Or, des gens à l'époque, quand on parlait du projet MKUltra, des gens se sont posé la question, est-ce que Sirhan aurait pu être un tireur, un tueur téléguidé par les services de renseignement pour abattre Robert Kennedy? Sirhan va dire durant son procès que la dame en question, elle avait une robe blanche avec des pois noirs. Or, quand on regarde sur des photographies prises dans le hall ce soir-là... Il n'y a personne qui porte... Non, il y avait une femme, effectivement, dans l'entourage de Robert Kennedy qui avait une robe blanche avec des pois noirs. Était-elle l'agent de liaison qui a fait de Sirhan le tireur sur Robert Kennedy, un agent à la solde du MKUltra? En l'hypnotisant? Oui, c'est ça. Donc, et comme ça, on y avait donné des mots-clés pour éventuellement qu'il devienne le tireur. Ce sont des histoires, ça ne veut pas dire qu'on y adhère, ça ne veut pas dire que j'y adhère, mais je comprends pourquoi ces histoires-là fascinent le public. C'est exactement là, je sais qu'on n'aura pas le temps, mais c'est un peu la même chose dans le cas de Martin Luther King. Hein. Le tireur en question, James Earl Ray, dit il loue une chambre, il tire. Là, cette fois-là, le tir est extraordinaire. De tirer sur Martin Luther King qui était sur un balcon au Lorraine Motel. C'est incroyable. Ce sont des histoires fascinantes, mais Absolument. Elles sont fascinantes quand c'est toi qui les racontes. En fait. Merci. Christian Page, journaliste spécialisé en actualité paranormale, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, auditeurs.